Bonjour. Alors, si on écoute le discours dominant aujourd'hui chez les gens comme Macron, La République en marche, mais aussi les socialistes, les écologistes, etc., le grand conflit de notre temps est entre le progressisme et le nationalisme. Le progressisme, évidemment lié à la construction européenne, à l'écologie, au féminisme, à l'antiracisme, toutes les valeurs soi-disant positives, tandis que le nationalisme, ça c'est le repli sur soi, le racisme, la xénophobie, peut-être le fascisme tant qu'on y est. Et d'une certaine façon, c'est une opposition que je voudrais un peu clarifier et mettre en question justement, essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette notion de nationalisme et aussi quelles sont les conséquences de cette obsession antinationaliste qui domine, qui est fondamentale dans le discours dominant. Alors si on veut voir d'où ça part, on peut dire que l'attitude antinationaliste de la gauche, de l'extrême gauche, etc., mais aussi de tous les démocrates, remonte plus ou moins à ce qu'on appelle mai 68 en France, disons aux années 60. Alors ce point de départ est en fait assez compréhensible parce que si on regarde la situation des pays européens ou de l'Amérique, ben, d'abord pour les Allemands, évidemment, ils avaient été très nationalistes en 14-18, puis encore plus en 40-45, et ça les avait menés à un désastre. L'armée française n'avait pas pu défendre la France en 40, et puis elle s'était embarquée dans des guerres coloniales qui étaient perdues d'avance parce que malgré des succès militaires, c'était impossible d'imposer la France en Indochine ou en Algérie. Et donc, il y avait un sentiment en plus, Pétain avait été nationaliste. Enfin, il y avait toutes sortes d'exploitation du nationalisme qui avait mené au désastre. Pour les États-Unis, c'était pareil. C'était la guerre du Vietnam, et la guerre du Vietnam aussi tournait au désastre. Et donc, on peut très bien comprendre cette réaction antinationaliste qui s'est fait jour dans la jeunesse à cette époque, dont moi je faisais partie et que je partage toujours d'une certaine façon, en tout cas ce type de nationalisme. Mais le problème, c'est que il faut voir ce qu'on critique exactement dans le nationalisme. Et une première chose qui est courante et qui est courante dans les milieux intellectuels, c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, des gens vont dire, moi je suis fier d'être français, ou polonais, ou bulgare, ou bolivien, ou je ne sais pas quoi. Et on peut leur dire, mais pourquoi êtes-vous fier de quelque chose qui n'est qu'un accident de la naissance? Vous n'avez rien fait pour être français, polonais, etc. Et donc, ce sentiment, ou bien on peut dire, voilà, mais mon pays a la meilleure nourriture, la meilleure architecture, que sais-je, et d'autres citoyens d'autres pays vont dire la même chose pour leur pays, et il n'y a pas de façon vraiment objective de décider qui a raison et qui a tort. Et donc, il y a quelque chose de profondément irrationnel dans ces sentiments d'appartenance ou des sentiments d'identification nationale, et avec ça, je suis parfaitement d'accord. Le problème, c'est que ces sentiments ont beau être irrationnels, ils sont terriblement répandus. Et je vais donner quelques exemples. D'abord, même les gens que je connais qui sont les plus antinationalistes et qui ne jurent que par l'Union européenne et tout ça, s'excitent quand la Belgique, c'est son belge, marque un but dans une compétition de football. Or, pourquoi préférer que ce soit la Belgique ou l'Allemagne ou la France qui marquent si les nations n'ont pas d'importance? C'est la même chose évidemment dans les autres pays. Et puis si on prend des mouvements qui sont explicitement internationalistes, on se rend compte que le sentiment d'appartenance et le sentiment d'opposition à l'autre, à celui qui n'appartient pas au mouvement, est très très fort, et on le voit pratiquement dans tous les mouvements. Si on prend le mouvement communiste qui était très internationaliste, bien sûr, ils accueilleraient à bras ouverts un communiste venant d'Asie, d'Amérique latine, etc. Mais ils refuseraient de parler à leur voisin qui peut être anarchiste, trotskiste ou de droite. Si on prend les libéraux actuels, qui dominent le discours actuel, c'est la même chose. Ils vont être très enthousiastes pour les libéraux, il n'y en a pas beaucoup, mais qu'on peut trouver en Russie, en Iran, etc. Mais ils ne vont pas nécessairement parler au type qui est en bas de la rue et qui vote pour le Rassemblement national. Et de nouveau, il va y avoir ce genre d'antagonisme. Si on prend les musulmans, ils ont aussi une communauté, la Oumma, mais évidemment, il faut être encore un bon musulman, et puis ça oppose évidemment les musulmans et non-musulmans, éventuellement les sunnites et les chiites, etc. Bon, moi j'ai travaillé dans les universités, si vous avez des universités où là, tout le monde est libéral, tout le monde est universaliste, mais néanmoins, vous avez des oppositions entre départements, entre centres de recherche, entre directions de recherche, qui sont féroces, où les gens sentent que leur communauté est supérieure aux autres. Si on prend par exemple les organisations juives comme le CRIF, les étudiants juifs de France, ou la LICRA, ce sont des organisations qui vont
attaqué virulemment le nationalisme et le racisme en France, mais qui en même temps, ou des intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, et qui en même temps soutiennent à fond l'État d'Israël. Et là, quand on regarde de plus près l'État d'Israël, on ne peut pas dire qu'il manque de nationalisme et même de racisme. Et donc, le problème, c'est que si vous attaquez au nationalisme entendu comme sentiment d'appartenance, je ne sais pas où vous allez trouver un endroit où il n'y a pas ce genre de sentiment. Et donc, il y a un côté utopique à vouloir détruire ce sentiment. Ce qu'il faut faire, c'est permettre la coexistence entre gens qui ont des identifications différentes. Et ça, c'est un problème compliqué, mais c'est la seule chose qu'on peut espérer faire. C'est un peu comme avec la religion. Supprimer la religion complètement, je ne vois pas très bien comment on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de la limiter dans ses effets négatifs à travers la laïcité, mais je ne vois pas très bien comment on pourrait aller au-delà. Alors, le deuxième point que je veux soulever, c'est cette identification que les progressistes actuels, ou ceux qui se disent progressistes, ont entre nationalisme et réaction. Le nationalisme est toujours, sous toutes ses formes, vu comme réactionnaire. Et je vais donner quelques exemples historiques qui montrent que c'est simplement tel que les progressistes ou les révolutionnaires, peu importe, voyaient les choses jusque récemment, c'est tout simplement faux. Commençons par la Révolution française. La Révolution française, en général, vue positivement par les progressistes, mais enfin, avec des différences entre les différentes formes, etc., mais elle était intensément souverainiste et ce qu'on appellerait aujourd'hui nationaliste. Les révolutionnaires se battaient contre des invasions étrangères, enfin, ils n'ont pas fait que ça, mais contre les invasions étrangères qui voulaient détruire la Révolution française. Évidemment, ça a débouché sur un nationalisme expansionniste avec Napoléon, mais ça, c'est autre chose. Si on prend le 19e siècle, toutes les forces progressistes, les marxistes, les anarchistes, peu importe, applaudissaient des mouvements qui étaient réellement nationalistes en Pologne, en Serbie, en Grèce, contre les empires ottomans, russes, austro-hongrois, etc. Et donc il y avait une volonté de défendre les peuples qui cherchaient leur indépendance par rapport aux empires. Ça a été la même attitude par rapport à l'Amérique latine, la patrie ou la mort, pour se débarrasser du colonialisme espagnol ou portugais. Et donc, tout ça, ça a été vu comme progressiste. Si on prend le XXe siècle et qu'on prend la résistance au nazisme, c'est très bien de la voir comme anti-nazie, mais dans sa majorité et dans ses sentiments, elle était anti-occupation. Les gens voulaient se libérer d'une occupation étrangère avant tout. Évidemment, il y avait des gens plus politisés que d'autres qui étaient plus sur une ligne anti-nazie à proprement parler, mais le gros du sentiment de résistance était basé sur, de nouveau, un sentiment national. Si on prend l'après-guerre, alors les luttes anticoloniales au Vietnam, enfin en Indochine, en Algérie, etc., étaient toutes et n'ont résisté que grâce à un sentiment national très fort. Finalement, si on prend une cause que les progressistes, auxquels les progressistes soutiennent presque tous aujourd'hui, c'est les Palestiniens. Que veulent les Palestiniens? Ils veulent un État, ils veulent un État-nation, ils veulent une souveraineté, enfin ils veulent toutes des choses qui en Europe sont diabolisées comme nationalistes. Et donc, si vous voulez, ce que je pense, c'est que si on veut réellement regarder la question du nationalisme et du sentiment national, on doit distinguer entre un sentiment national qu'on peut appeler progressiste et un qu'on peut considérer comme effectivement de droite ou réactionnaire. Celui qui est progressiste, c'est celui qui, demande la souveraineté d'un peuple par rapport à des dominations étrangères, parce que la souveraineté est la condition de possibilité de la démocratie, et si vous voulez la démocratie, vous êtes obligé alors de défendre cette souveraineté plutôt que d'avoir une instance supérieure qui décide pour vous, comme évidemment l'Union européenne. Et par ailleurs, elle insiste aussi sur une certaine solidarité à l'intérieur du peuple qui permet alors de faire des choses comme des systèmes d'enseignement, la médecine, la sécurité sociale, etc. Et ça, c'est la conception, disons, c'est l'aspect, je dirais, progressiste ou de ce qu'on appelle le nationalisme. Évidemment, il y a un nationalisme réactionnaire, c'est essentiellement celui qui est agressif et qui veut s'imposer à d'autres peuples par la force. J'appellerais ça plutôt l'impérialisme, mais évidemment, ça c'est lié aussi à une certaine forme de sentiment national. Bien, maintenant, si on va au-delà de cet aspect purement, on va dire, de sentiment identitaire ou ces rappels historiques, on peut se poser la question, en quoi a consisté l'hostilité au nationalisme en termes pratiques, dans le plus gros de la gauche et même de la gauche radicale, dans ces dernières décennies. Mais ça a été la lutte, et ça c'est à mon avis une erreur fondamentale, contre l'État-nation en tant que tel. Et la lutte contre l'État-nation s'est faite à 3 niveaux. L'un, c'est la construction européenne. L'autre,
c'est l'exaltation du régionalisme. Et le troisième, c'est ce que j'appelle l'apologie des migrations. Alors la construction européenne, je l'ai critiquée dans une vidéo précédente. Le problème fondamental, c'est l'absence de peuple européen et donc de démocratie. Et on voit avec le Parlement européen qu'on n'a pas de démocratie. Et en fait, on ne pourrait pas en avoir une. Et par conséquent, ce qu'on fait, c'est une Europe réglée par des traités inamovibles, non soumis à discussion démocratique, et qui sont en fait gérés par une cour de justice. Donc on a un ensemble de décisions qui échappent en pratique à la volonté des citoyens. Et ça, c'est le problème fondamental de l'Union européenne, qui est antidémocratique par principe, par construction, et qui provoque l'hostilité qu'il y a à cette construction européenne. Alors l'autre chose, c'est l'exaltation du régionalisme. C'est-à-dire que, alors que classiquement, par exemple en France, la gauche était favorable à un État républicain, unifié, etc., la gauche post-68 s'est mise à exalter le nationalisme breton, corse, basque, enfin évidemment aussi catalan dans d'autres pays, peut-être écossais, flamand, enfin, on s'est mis à exalter tous les nationalismes régionaux, et en les voyant comme progressistes et en les voyant comme d'une certaine façon analogues aux luttes anticoloniales en Algérie et en Indochine, en oubliant que les citoyens de ces régions avaient des droits égaux, et depuis longtemps, enfin pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, sûrement en France, des droits égaux avec les citoyens des autres régions, par exemple de France ou de Belgique. Et donc cette assimilation à la situation coloniale était déjà une déformation complète. Et d'autre part, le problème, c'est qu'ils ignoraient le fait que si on regarde le nationalisme corse, breton, basque, etc., on ne voit pas très bien ce qu'il a de progressiste ou ce qu'il a de sympathique par rapport à ce qu'on diabolise comme étant le nationalisme français. Parce que il est tout aussi identitaire, il est aussi exclusif par rapport à ce qui est autre, il crée aussi une barrière, nous et les autres, et finalement, il ne se base pas sur la conception française de l'État, qui pour moi est la plus progressiste, c'est-à-dire l'État de ses citoyens et un État non basé sur des critères ethniques, en tout cas pas explicitement. En pratique, évidemment, c'est autre chose, mais au moins, en principe, l'idée n'est pas que sont français seulement des gens de souche française. Or, si vous prenez le nationalisme allemand, il s'est basé sur une conception ethnique de l'État. Évidemment, après la guerre, ça a un peu changé. Israël, c'est une conception ethnique de l'État. Et en général, le régionalisme, le sous-régionalisme va être aussi basé sur une conception ethnique de l'État ou de la région, ou de l'État-nation en devenir. Et donc, je pense qu'effectivement, il vaut mieux la conception française de l'État au niveau des principes. Et donc, je ne vois rien de très progressiste dans la pratique de la destruction de l'État-nation, qui a été le grand but d'une gauche qui, en plus, prétend que c'est anticapitaliste, alors que ce ne l'est évidemment pas. La libre circulation des travailleurs, des marchandises, des capitaux, etc., ça favorise essentiellement les capitalistes et pas les travailleurs dans les États-nations donnés. Alors, je vais terminer avec ce qui me paraît, le nationalisme le plus dangereux aujourd'hui, pour ce qui est justement de la paix, parce qu'on a dit le nationalisme c'est la guerre, mais comme je dis, le sentiment national se déplace à un autre niveau, et vous avez un supranationalisme, une idéologie identitaire très forte, dans le libéralisme américain principalement, et leurs acolytes en Europe, qui est l'idée effectivement qu'il faut imposer le libéralisme à l'américaine, les institutions américaines, l'idéologie du marché libre, etc., y compris par la force, un peu partout dans le monde. Alors évidemment, comme le nationalisme se base toujours sur la création d'ennemis, on se crée des ennemis, les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Vietnamiens, les Vénézuéliens, etc. Et donc on s'est créé toute une série d'ennemis qui ne sont que très partiellement des ennemis. Beaucoup de ces pays veulent simplement qu'on leur foute la paix et qu'ils vivent comme ils veulent, et pas sans ingérence américaine, mais ils ne vont pas imposer quoi que ce soit aux États-Unis. Contrairement à ce qui est tout le temps affirmé, la volonté d'imposer une certaine société, une certaine façon de vivre est entièrement le fait des libéraux américains et pas des pays auxquels ils veulent imposer leur volonté. Et évidemment, ça entraîne un danger de guerre. On ne dit pas de guerre en Europe, mais la guerre, beaucoup de pays européens ont participé à la guerre contre la Libye ou ont essayé de déstabiliser la Syrie. Et ça, c'est des situations de guerre évidemment étrangères à l'extérieur de l'Europe, mais qui sont quand même liées à certains pays européens et bien sûr aux États-Unis. Et donc, qui est typique de l'exemple, de nouveau, de l'idée de détruire l'État-nation, détruire aussi le droit international, et ça crée
toute cette dynamique, si vous voulez, que je trouve la plus dangereuse dans les sentiments identitaires. Si des gens veulent fermer leurs frontières à l'immigration, c'est peut-être pas très sympathique, mais ça me paraît quand même beaucoup moins dangereux que des gens qui veulent aller bombarder d'autres pays ou imposer par toutes sortes de manœuvres politiques un gouvernement à d'autres peuples. Mais alors, évidemment, ce qui est vraiment la réfutation par A plus B, si on peut dire, de toute cette agitation antinationaliste, c'est qu'il faut voir le résultat des courses. On se trouve maintenant, et ils n'arrêtent pas de se plaindre de cela, devant une montée de mouvements dits populistes, dits d'extrême droite, dits nationalistes, un peu partout en Europe. On verra le résultat des élections européennes, mais tout le monde s'attend à ce qu'il y ait quand même une montée, une poussée populiste, comme ils disent, une montée de mouvements nationalistes. On verra son ampleur un peu partout en Europe. Mais il faut se rendre compte que ces mouvements nationalistes n'existaient pas avant qu'on ne fasse la construction européenne et avant qu'on ne l'approfondisse. Et donc, moi je prétends que ces mouvements nationalistes sont une réaction à l'attaque contre l'État-nation qui a été faite systématiquement, je dis principalement par la construction européenne et en partie par l'apologie des migrations, c'est-à-dire l'idée que voilà, chacun a le droit d'aller où il veut, que voilà, le nomadisme généralisé, et donc ça c'est une autre façon qu'on a utilisée pour détruire l'État-nation, pour tenter de détruire l'État-nation. Un exemple particulièrement tragique, ce sont ces gens qui ont occupé l'aéroport de Charles de Gaulle de Roissy il y a quelques jours, des gilets noirs qui s'opposent à des expulsions de clandestins dont on estime qu'ils n'ont pas le droit de rester sur le territoire. On pourrait donner des arguments humanistes, etc., mais leur argument est très intéressant parce que leur argument c'est la France n'appartient pas aux Français, elle appartient tout autant aux Africains. Évidemment, si on accepte l'idée que l'État-nation ne doit plus exister, que les frontières ne doivent plus exister, c'est une conclusion logique. Quelqu'un peut librement se déplacer de Marseille à Paris, mais pas de Bamako à Paris, parce qu'effectivement, ce sont des États différents. On peut le regretter, mais c'est un fait, et toute cette agitation ne va faire que faire monter l'extrême droite, parce qu'évidemment, ils ne vont jamais convaincre une majorité de Français de réellement ouvrir les frontières et de laisser rentrer tous les gens qui voudraient rentrer ici. Or, si on régularise tous les sans-papiers, comme ils disent, dans 6 mois, il y a de nouveaux sans-papiers, on les régularise de nouveau, et donc ça veut dire frontières ouvertes. Ça, c'est leur idéologie, mais ça, ils n'y arriveront jamais à rien si c'est à faire monter l'extrême droite. Et donc, c'est ça un peu ma conclusion, c'est que le résultat des courses de toute cette agitation contre l'État-nation et contre le nationalisme a fait monter le nationalisme au lieu de le combattre, et a fait monter ce qu'ils appellent le racisme, c'est-à-dire le sentiment national plutôt que de le combattre. Il y a eu l'effet exactement inverse. Et ce qu'ils vont continuer à faire après les élections, c'est évidemment continuer à grimper au mur en disant mon Dieu, le nationalisme, c'est la guerre, c'est le fascisme, patati patata, sans rien changer à leur politique, parce qu'ils ne peuvent rien changer à la politique européenne. Et par conséquent, ce qu'ils appellent le nationalisme a de beaux jours devant lui. Et comme la gauche a pratiquement entièrement avalé de façon non critique ce discours antinationaliste, au lieu de distinguer entre différents aspects du nationalisme, un qui est progressiste, comme je dis, qui est la souveraineté d'un peuple sur son territoire et une certaine solidarité à l'intérieur de ce territoire, qu'ils ont confondu avec un nationalisme agressif, expansionniste, impérialiste, etc. Ils ont tout mis dans le même sac. Ils ont décidé de condamner le nationalisme en bloc, même le sentiment national, et donc ils sont arrivés à simplement se couper de leur population, à faire monter l'extrême droite, et tant qu'ils ne font pas des révisions déchirantes sur cet antinationalisme absolument unilatéral, ils vont continuer à s'effondrer, et je pense que c'est absolument suicidaire de leur point de vue, mais c'est ce qu'ils ont choisi et ce qu'ils continuent à choisir, et je pense que le mouvement dit populiste, extrême droite, nationaliste, etc., a malheureusement de beaux jours devant lui, dans la mesure où la gauche lui a laissé le monopole de la revendication de la souveraineté nationale.